Bonjour, j'espère que tout va bien pour toi et que tu es prêt à faire un petit peu de physique. Le sujet de cette vidéo, c'est l'optique géométrique. Alors l'optique géométrique, c'est quoi? Quand on parle d'optique, il est question de lumière et l'optique géométrique s'intéresse plus particulièrement à la manière dont la lumière se propage, la direction que la lumière va prendre et comment elle peut éventuellement être déviée. Tu vas voir que justement, si on s'intéresse à la manière dont la lumière se propage, on va avoir besoin de faire un petit peu de géométrie pour établir le parcours que la lumière va suivre. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter en réalité 5 propriétés de l'optique, donc 5 propriétés de la lumière, qui sont 5 propriétés importantes. Donc ce sont des choses qu'on sait sur la manière dont la lumière se déplace. Et ces 5 propriétés, on les connaît depuis assez longtemps. Or, tu verras qu'elles sont importantes puisque, à un moment donné, dans l'histoire de la physique, on s'est posé la question de savoir ce qu'était réellement la lumière. Ces 5 propriétés vont permettre de trancher le débat à un moment donné. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord te présenter ces 5 propriétés et je démarre tout de suite avec la première. Tout faisceau lumineux transporte de l'énergie. Alors pour te convaincre de cette propriété, je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, ce serait celui d'une ampoule. Une ampoule génère de la lumière, mais cette lumière ne vient pas de nulle part, il a fallu investir de l'énergie sous forme d'énergie électrique. Or, tu sais que l'énergie se conserve, l'énergie ne disparaît pas, et donc si on fournit de l'énergie à une ampoule, de l'énergie électrique, cette énergie va simplement se transformer sous une autre forme, sous forme d'énergie lumineuse. Donc, pour avoir de la lumière, on doit investir de l'énergie. Un deuxième exemple qui nous permet de nous rendre compte que la lumière transporte de l'énergie, c'est par exemple lorsqu'on se met au soleil. Lorsqu'on se met au soleil, la lumière du soleil nous atteint et en fait au moment où la lumière nous atteint, elle disparaît d'une certaine manière. Or, elle ne disparaît pas comme ça sans produire d'effet. L'effet que tu vas ressentir, c'est de la chaleur. Donc en fait, quand la lumière touche ta peau, elle va générer de la chaleur. Or, la chaleur, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie thermique et donc cette énergie thermique provient de la lumière. Donc ça nous permet vraiment de nous convaincre que lorsqu'on a de la lumière, on a en fait un transport d'énergie. Deuxième propriété de la lumière, c'est la suivante. Dans un milieu homogène, la lumière progresse de manière rectiligne, donc elle évolue en ligne droite. Alors ça peut te sembler tout à fait logique. Si tu prends une lampe de poche et que tu la mets devant toi, la lumière va aller en ligne droite et va éclairer ce qu'il y a devant toi. Ça forcément on s'en est rendu compte très très rapidement, mais on sait maintenant que c'est pas tout à fait exact puisque de la lumière peut avoir sa trajectoire déviée dans le vide par exemple, c'est ce que nous enseigne la relativité générale d'Einstein. Alors le fait que la lumière se propage en ligne droite, en tout cas dans l'expérience qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, permet d'amener un modèle de représentation de la lumière et ce modèle c'est tout simplement le modèle du rayon. Ce modèle n'est pas bien compliqué, tout simplement si je travaille sur de la lumière, si je veux représenter la lumière pour prévoir sa direction, je vais représenter la lumière par un rayon, par un faisceau lumineux. Donc en gros, il s'agit d'une droite sur laquelle j'indique une flèche pour indiquer le sens de propagation. Attaquons la troisième propriété. Cette propriété, c'est celle de la réflexion de la lumière. Et donc l'idée ici, c'est que lorsqu'on a un rayon lumineux qui atteint une surface réfléchissante, donc un miroir typiquement, ce rayon va être réfléchi. Et on a une loi mathématique, géométrique, très simple, qui nous dit en gros que la réflexion va se faire selon la loi I est égale à R. Alors pour voir clairement de quoi il est question, on va imaginer ici qu'on a une surface réfléchissante, donc un miroir ici en bleu, et je vais venir tracer la normale à cette surface. Donc la normale, ça veut dire que je vais prendre en fait une droite qui est perpendiculaire à cette surface. Et on va imaginer qu'un rayon lumineux va venir toucher le miroir à l'endroit où la normale touche le miroir également. Et donc on va représenter ceci par un rayon, donc on utilise notre modèle du rayon. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le rayon lumineux possède un certain angle par rapport à la normale au miroir. Et du coup, ce rayon va être réfléchi par le miroir dans cette direction. Et là, ce qui est important à voir, c'est que l'angle entre mon rayon qui arrive sur le miroir et la normale, c'est celui-ci. Je vais l'appeler I. Et je vais avoir de l'autre côté R. Alors ici, l'angle I représente ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Donc c'est l'angle avec lequel le rayon lumineux arrive sur le miroir. Et cet angle, je le mesure par rapport à la normale à mon miroir. Et l'angle R, c'est l'angle forcément de réflexion. Donc c'est l'angle que le rayon lumineux qui quitte le miroir va faire avec la normale par rapport au miroir.
Passons maintenant à la quatrième propriété. Cette propriété, c'est celle de la réfraction. Alors, de quoi est-il question? Eh bien, on sait que lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu à un autre, donc se propage d'un milieu et puis passe dans un autre milieu, eh bien, cette lumière va être déviée. Et on va dire que la lumière est réfractée. Pour bien comprendre ce phénomène, je te propose de réaliser un petit schéma pour visualiser les choses. Donc on va prendre ici deux milieux, donc j'ai un milieu 1 et un milieu 2 qui est ici dessiné en bleu clair, et on va venir tracer la normale à la surface qui sépare ces deux milieux, ce qu'on appelle l'interface, donc comme ceci. Et à nouveau, on va imaginer que nous avons un rayon lumineux qui va venir percuter cette surface, comme ceci. Alors ce qu'on va observer ici, ce n'est pas un phénomène de réflexion parce qu'en fait le milieu 2 est un milieu qui laisse également passer la lumière. Donc par exemple ce serait de l'eau, ce serait du verre. Donc la lumière ne va pas être réfléchie, elle ne va pas repartir quelque part dans l'autre sens, mais elle va traverser ce milieu. La seule chose, c'est qu'on va observer que la trajectoire du rayon lumineux va être déviée, donc on va avoir affaire à un rayon brisé d'une certaine manière. Alors ceci, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà vu, notamment c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on a une paille qui est mise dans un verre d'eau. On a l'impression que la paille est cassée lorsqu'elle arrive dans l'eau, c'est justement dû à ce phénomène de réfraction. Alors ici à nouveau, on a deux angles. On va avoir d'une part ce premier angle qui est l'angle d'incidence, c'est comme pour la réflexion, donc j'appelle I l'angle d'incidence, et on va avoir R, l'angle entre la normale et le rayon dans le milieu 2, mais cette fois-ci, forcément, ce n'est pas l'angle de réflexion, mais c'est bien l'angle de réfraction. Donc attention ici, c'est le même symbole, mais ce n'est pas le même phénomène et ce n'est pas le même nom. Il se fait que la relation entre l'angle I et R est bien connue. Elle a été établie au XVIIe siècle par deux physiciens du nom de Snell et de Descartes. Et donc ça donne naissance à la loi de Snell-Descartes qui est la suivante. On a sinus I sur sinus R est égal à n2 sur 1. Alors, sinus I, sinus R, tu sais ce que c'est le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction. Par contre, n2 sur 1, tu ne sais pas ce que c'est. En fait, ceci, c'est ce qu'on va appeler l'indice de réfraction qui nous permet de voir comment un rayon lumineux va être dévié en passant du milieu 1 vers le milieu 2. Cet indice de réfraction, il va dépendre des propriétés des deux milieux, donc du milieu 1 et du milieu 2, et plus particulièrement de leur capacité à laisser passer la lumière. Alors, ceci m'amène à la cinquième et dernière propriété que je veux te présenter ici. Il s'agit de la décomposition de la lumière blanche. Alors, ce phénomène-là, en fait, tu le connais bien puisque c'est exactement ce qui se passe lorsque tu vois un arc-en-ciel. En effet, lorsque tu vois un arc-en-ciel, on a de la lumière blanche, donc la lumière du soleil, qui va traverser un prisme. Alors ici, le prisme, ce sont les gouttes d'eau. Et en passant par ces gouttes d'eau, la lumière du soleil va se retrouver décomposée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que tu connais bien. Alors on va essayer de schématiser un petit peu tout ceci pour voir ce qui se passe. Donc je vais prendre ici une source de lumière blanche. Donc j'ai pris ici une ampoule, mais qui ne génère pas de la lumière jaune, c'est bien de la lumière blanche. Et on va prendre un prisme. Alors un prisme, ça se présente comme ceci. C'est un objet qui est transparent, donc qui va laisser passer la lumière, mais qui possède une géométrie un petit peu particulière. Et on va imaginer qu'on a un faisceau, un rayon de lumière blanche qui va partir de ma source jusqu'à mon prisme. Alors ici, ce qui va se passer, tu peux t'en rendre compte, c'est que le prisme est fait d'un matériau qui n'est pas le même que l'air dans lequel le rayon a parcouru une certaine distance. Du coup, ce qui va se passer, c'est que mon rayon de lumière blanche va rentrer dans un deuxième milieu, donc un milieu qui est différent. De ce fait, on va assister au phénomène de réfraction. Donc mon rayon lumineux va être réfracté de la manière suivante. Alors ici, c'est assez léger, on a une petite réfraction. Mais en réalité, le rayon lumineux va continuer sa route et il va ressortir du prisme. Et donc, on a un deuxième changement de milieu. De ce fait, on a à nouveau une déviation du faisceau lumineux, comme ceci. Alors là, c'est très bien, mais en fait, on n'a pas de décomposition de la lumière blanche. Ce qu'il faut rajouter comme information, c'est le fait que la réfraction dépend de la couleur de la lumière. Du coup, ce qu'on observe, ce n'est pas juste un rayon lumineux qui rentre et un rayon lumineux qui sort du prisme, mais c'est ceci. Alors ici, attention, dans mon schéma, tu vois que j'ai représenté deux faisceaux. En fait, ce sont les faisceaux aux extrémités, donc un rayon de lumière rouge, un rayon de lumière violette. Mais en réalité, tu dois bien comprendre que entre les deux, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, j'ai noté le résultat final avec ici une petite représentation de l'arc-en-ciel sur le côté. Alors tu vois, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un faisceau de lumière blanche et on a l'impression que cette lumière, elle est homogène, qu'elle est
tout simplement blanche. En arrivant sur le prisme, eh bien, on se rend compte que cette lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puisque chaque couleur va être déviée d'une manière un petit peu différente et donc va avoir un angle de déviation un petit peu différent. Et de ce fait, eh bien, en sortie, on obtient un espèce d'étalement des différentes couleurs qui composent cette lumière blanche. Alors ce phénomène, il est connu depuis très longtemps et donc on l'a observé et c'était une propriété connue de la lumière blanche. Donc la lumière blanche est en fait composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On parle de lumière polychromatique. Elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et elle peut se décomposer lorsqu'on a le dispositif approprié. Avec ceci, je t'ai présenté 5 propriétés de la lumière, 5 propriétés de l'optique géométrique qui sont assez importantes, et ces 5 propriétés sont connues depuis des siècles. Du coup, je te propose de faire un petit retour en arrière et de nous poser la question qui s'est posée aux physiciens de l'époque. Alors on se trouve ici en gros au XVIIe siècle. C'est ok, on a ces 5 propriétés de l'optique géométrique, très bien, mais d'où proviennent-elles? Comment se fait-il que la lumière se comporte de cette manière? Et donc on a tenté d'expliquer en fait l'origine de ces 5 propriétés. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien ce que font les scientifiques, c'est qu'ils vont élaborer ce qu'on appelle donc des modèles. J'en ai déjà utilisé un, c'est le modèle du rayon lumineux. Mais ici, pour expliquer ces 5 propriétés, on cherche un modèle explicatif qui soit plus large, plus général. Et en fait, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que la lumière? Quelle est la nature profonde de la lumière? Et en connaissant cette nature profonde, on pourra du coup expliquer les différentes propriétés qu'on peut observer de manière expérimentale. Cette question, elle s'est posée aux physiciens depuis très longtemps, mais il y a un siècle où le débat a vraiment fait rage de manière intense. Ce siècle, c'est le XVIIe siècle. À cette époque, on a 2 modèles qui s'opposent et qui divisent la communauté scientifique. Le premier de ces modèles, c'est ce qu'on va appeler le modèle corpusculaire. L'idée défendue par ce modèle, c'est que la lumière serait composée de corpuscules, de particules microscopiques de matière. Et donc ça signifie que la lumière serait faite de matière et ces corpuscules seraient extrêmement petits, invisibles à l'œil nu, et tellement petits qu'ils sont capables de passer au travers de certains matériaux, donc par exemple le verre ou l'eau. Alors au niveau des partisans de ce modèle, eh bien, on a quelqu'un de poids puisque le défenseur phare de ce modèle, c'est tout simplement un certain Newton. Alors c'est assez logique qu'il défende un modèle corpusculaire, un modèle selon lequel la lumière est de la matière, puisque Newton c'est celui qui a établi finalement la théorie de la gravité, et la théorie de la gravité, eh bien, elle repose sur la matière, elle repose sur la masse. Et donc pour lui, la lumière possède une masse, est faite de matière. Le deuxième modèle, c'est le modèle ondulatoire. Selon ce modèle, la lumière serait une onde tout simplement, et donc ce serait la propagation d'une vibration dans un certain milieu. Donc on a une vibration qui se propage. Ce modèle est intéressant, mais le problème c'est que si la lumière est une onde, eh bien il faut qu'elle se propage dans un milieu. Et ce milieu pose problème, on ne sait pas très bien de quoi il serait composé. Au niveau des partisans de ce modèle, la figure de proue est incarnée par le physicien néerlandais Huygens. Le problème pour lui, c'est que Newton bénéficie évidemment d'un prestige colossal puisqu'il a établi la théorie de la gravitation universelle, ce qui fait que le modèle corpusculaire a un petit peu tendance à l'emporter sur le modèle ondulatoire. Il n'empêche que le débat n'est pas tranché et qu'aucun des deux camps n'a réussi à fournir des preuves irréfutables. En effet, quand on étudie la lumière, on est confronté à un problème de taille, et ce problème, c'est le fait que la lumière en tant que telle est inobservable. Si tu réfléchis bien, tu n'es jamais en mesure d'observer la lumière à proprement parler. Ce que tu observes, c'est la disparition de la lumière lorsqu'elle rentre en contact avec de la matière. De ce fait, on n'est pas en mesure d'observer la nature même de la lumière et de regarder si c'est une onde ou un corpuscule. La conséquence de ceci, c'est qu'il est impossible de départager le modèle corpusculaire du modèle ondulatoire juste en regardant ce qu'est la lumière. Et donc, pour arriver à départager les deux modèles, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder de quelle manière chacun des deux modèles va permettre d'expliquer les propriétés de l'optique géométrique et voir quel est le modèle qui explique le mieux ces différentes propriétés. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule.